Les impôts, un sujet qui fait polémique aujourd'hui en France. Un chiffre a attiré notre attention. En 5 ans, les impôts locaux ont augmenté de 35 à 47 milliards d'euros. Alors, que se passe-t-il dans nos communes? Les élus sont-ils trop dépensiers? Nous nous sommes intéressés à un dispositif qui devait permettre aux municipalités de faire des économies. Les communautés de communes. En regroupant certains de leurs moyens et de leurs projets, elles évitaient le gaspillage. Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Vous allez découvrir une réalité plus contrastée, sureffective, investissement démesuré, opérations de communication douteuses. Plongé dans les comptes de nos collectivités, une enquête de Donatien Lemaître. Il répondra aux questions de Guylaine à la fin de son reportage. Dans ce coin perdu des Landes, depuis quelques années, Joël et Richard se passionnent pour une drôle de chasse. Ces deux contribuables traquent les coûteux investissements de leurs élus. L'un d'entre eux se cache derrière un bouquet d'arbres. Il faut grimper sur ce promontoire pour l'apercevoir. Ah ben voilà, le centre aquatique des Landes. Ouh, ça c'est fabuleux. Dans 2 ans, les pins auront grandi, donc on verra même plus centre aquatique. Ben, ça fera une piscine introuvable à 99% de la population. Coincée entre l'autoroute et la forêt, la piscine trône au beau milieu d'une zone industrielle. Ben, actuellement, la majorité de la population se trouve sur la partie basse. Et la piscine est en haut, à peu près par là, au milieu de nulle part. Assez aberrant. Ce centre aquatique a coûté 12,7 millions d'euros aux contribuables. Depuis son inauguration en 2008, il perd environ 600 000 euros par an, car ces 6 bassins sont loin de faire le plein. Cet équipement, ce n'est ni le département, ni la région qui l'ont financé, mais une collectivité locale créée il y a une dizaine d'années, la communauté de communes. Dans le coin, elle porte un petit nom sympathique, la MAX. Là, ici, vous avez le panneau de la MAX, la communauté des communes. C'est-à-dire c'est un agglomérat de 23 communes. C'est une super commune, voilà. Une super commune qui représente 23 communes. Et en dessous, ils ont mis un défibrillateur. Puis quand tu arrives à la MAX, quand tu vois les chiffres, bam! Il faut que tu aies un défibrillateur pour t'en sortir. Pour éviter l'infarct. Elle s'appelle communauté de communes, communauté d'agglomération ou communauté urbaine. En France, il en existe 2600 qui rassemblent 35 000 mairies. Lancés à la fin des années 90, ces regroupements de communes devaient permettre de fusionner les services municipaux et faire baisser la facture des contribuables. Or, entre 2007 et 2012, les impôts locaux des Français sont passés de 35 à 47 milliards d'euros. Que s'est-il passé? Nous avons voulu comprendre pourquoi cette nouvelle couche administrative pèse de plus en plus lourd dans la feuille d'impôt des Français. Richard et Joël militent dans une association de contribuables. Leur vocation est née le jour où ils se sont penchés sur leurs feuilles d'impôts locaux. En examinant attentivement leurs taxes d'habitation, ils se sont rendus compte qu'un chiffre avait explosé. Le taux d'imposition 2008 à 4,34, d'accord. 2006 c'était 4,34 et nous en sommes maintenant, le taux d'imposition à 14,46. 360% d'augmentation. En 4 ans, dans la colonne intercommunalité, le montant est passé de 152 à 549 euros. Pour Richard, sa communauté de communes n'a pas fait faire d'économies aux contribuables. Bien au contraire. L'impôt pour les mairies a lui aussi augmenté, de 347 à 403 euros. Normalement, on aurait dû avoir la commune qui baisse et l'intercommunalité qui viennent en plus. On aurait compris. Mais les deux ont augmenté, l'intercommunalité de façon énorme,
Vous avez vu les différences, et la commune a augmenté aussi. Ça veut dire qu'à la limite, on est un peu les dindons quand même, hein, je pense. Ou comme on est dans les Landes, on dira on est les canards à plumer. C'est beaucoup plus drôle, voilà. Pour comprendre pourquoi sa super commune lui coûte si cher, Richard a décidé de s'intéresser de près à son fonctionnement. Et justement, ce soir, les représentants de l'intercommunalité se réunissent pour délibérer sur de nouvelles dépenses. À cette occasion, Richard veut nous montrer que cette structure n'est pas très démocratique. Vous avez un exercice qui est un peu tronqué en ce qui concerne... Autour du président, 62 conseillers communautaires. Pour la plupart, maires et maires adjoints, ils ont été désignés par les conseils municipaux des communes du secteur. Personne ici n'a été élu par le peuple. Donc c'est vraiment antidémocratique au possible. C'est un constat. Pour Richard, les débats sont difficiles à suivre. Les délibérations s'enchaînent à toute vitesse et dans un jargon très administratif. Et rappelez aussi que Max est le contributeur le plus important de l'EPFL. On est content, nous sommes les plus grands contributeurs de l'EPFL. Et oui, nous sommes vraiment comblés. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Voilà, le vote est ouvert. Malgré les sommes en jeu, les élus débattent très peu et votent la plupart du temps dans le même sens. Tu vas voir, toc, 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 toc. Tout le monde va voter d'un seul homme. Ping, pong, pong. Ah. Unanimité, je vous remercie. En moins de 3 heures, une dizaine de projets a été voté. L'homme qui a mené les délibérations s'appelle Éric Kerrouche. Cet élu du Parti socialiste est depuis 5 ans le président de la communauté de communes. Il veut nous montrer que certains de ces investissements permettent non seulement de faire mieux, mais aussi moins cher. Il nous emmène visiter sa dernière réalisation, le pôle culinaire, la super cantine des écoles du secteur. Cet équipement a coûté 3,6 millions d'euros et il emploie une trentaine de personnes. C'est vrai que ça sent bon en plus. Hein? Ça sent super bon. Hein. Ah ouais. Ce pôle culinaire a notamment permis d'améliorer la qualité des repas servis aux enfants et aux personnes âgées. Un parmentier de canard, il y a l'odeur déjà qui fait plaisir, même s'il est un peu tôt ce matin. Le canard, ça symbolise aussi la volonté du pôle culinaire, c'est-à-dire de faire venir dans les assiettes de l'ensemble des usagers des produits de qualité et locaux. C'est ce que nous nous employons à faire tous ensemble. Autre intérêt de cette super cantine, elle aurait permis de faire de belles économies aux contribuables. Car avant, les 23 communes confectionnaient chacune leur repas, alors que désormais, tout se fait sur un seul site. C'est le but de l'intercommunalité, c'est de faire ensemble des choses, de mutualiser pour que justement on puisse faire des économies de fonctionnement et mettre en place par ailleurs un service qui donne justement plus de possibilités. Ce pôle culinaire coûterait donc moins cher au quotidien que l'ancien système. Mais de combien au juste? Nous demandons à Éric Kerrouche de se livrer à un petit calcul. Combien coûte un repas à l'unité aujourd'hui? Et quel était son prix lorsqu'il était préparé dans les cantines des communes? Si on compte tout, on est aux alentours de 3,90, 3,95. Et avant, ça coûtait combien à peu près Honnêtement, j'ai plus les chiffres en tête. Bien entendu, notre coût est inférieur à celui qui existait au sein de nos communes. Sinon, les élus n'auraient pas pris la décision de mettre en place le pôle culinaire. Maintenant, écoutez, on y reviendra et je vous donnerai les détails parce que j'ai l'étude économique à la communauté de communes. Quelques jours plus tard, nous recevons un courriel de la présidence de la MAX. Dans cette note de 3 pages datée d'avril 2009, aucun élément qui nous permette de comparer le coût de fabrication des repas avant et après la création du pôle culinaire. Mais les auteurs de cette étude sont formels. Au total, les 23 communes devraient économiser 820 000 euros par an grâce à cette super cantine. Pas de quoi compenser toutes les dépenses engagées par la communauté de communes pour améliorer la qualité de vie des habitants du secteur. Le centre aquatique, la fibre optique ou les voies cyclables.
Tous ces nouveaux équipements représentent quelques 50 millions d'euros d'investissement. Dans son bureau, Éric Kerrouche assume ses choix. C'est vrai, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt, les impôts ont pu augmenter en raison des services ou des investissements mis en place. Moi, ce qui me pose problème, à titre individuel, c'est si les impôts augmentent et qu'il n'y a aucune contrepartie. L'intercommunalité a permis la généralisation de services sur tout un territoire, sur le territoire de toutes les communes, qui n'existaient auparavant que dans certaines communes. Et ça a un coût. Les supercommunes créent de nouveaux services qui peuvent coûter cher, mais qui améliorent le bien-être des habitants. Parfois, elles opèrent des dépenses dont l'utilité paraît beaucoup moins évidente. À Montpellier, le journaliste Jacques-Olivier Tessier est un empêcheur de tourner en rond. Il a décidé de demander des comptes à l'agglomération sur un investissement très immatériel. Une opération de communication lancée il y a 1 an. Si je vous dis maintenant Montpellier Unlimited, eh bien ça doit vous faire penser à la nouvelle marque lancée hier soir en grande pompe par Montpellier Agglomération. Soirée au Zénith. Une grande soirée devant 3000 chefs d'entreprise. Le président socialiste de l'agglomération, Jean-Pierre Moore, a vu les choses en grand. Montpellier Unlimited. Ce soir-là, Jacques-Olivier Tessier est dans la salle. Avec une petite caméra, il filme même les coulisses de cette soirée. Je suis un des premiers donc à arriver derrière cette scène où il y a cet espace cocktail, donc comme il l'appelle, qui est installé. Et là, on a le balai de tous les employés du traiteur qui vraiment comme presque un défilé militaire se mettent en place pour aller servir les gens, quoi. Et voilà, et ça défile. Il y en a quand même. Voilà, c'est juste les employés du traiteur. Il y a des dizaines de mètres de tables. Voilà, on a vu des huîtres tout à l'heure. Il y a ce qu'il faut, quoi. Et cette soirée n'est qu'une partie de l'opération, car pour promouvoir sa nouvelle marque, l'agglomération a aussi investi dans une campagne d'affichage et des spots de télévision. Le King of, vous allez voir, il est quand même assez impressionnant, quoi. On est dans du cinéma, quoi. C'est fort. Donc ça a coûté très cher. Toute cette opération est à la charge du contribuable. Alors le journaliste va chercher à en connaître le coût réel. Il demande donc les factures à l'agglomération. Donc là, tout est caillardé. Effectivement, il ne reste plus que l'objet donc de la facture et les montants ici, voilà. Méthodiquement, Jacques-Olivier sort sa calculette et additionne les montants. Résultat, 682 911 €. Mais le journaliste a une certitude. Cette somme est sous-évaluée. J'ai clairement pas eu toutes les factures. Je n'ai pas eu la facture du traiteur, j'ai pas eu la location de la salle, j'ai pas eu la rémunération de l'animatrice. Combien la marque Montpellier Unlimited a-t-elle coûté aux contribuables? Difficile de le savoir précisément. Mais il y a plus étonnant. Certains soupçonnent un délit de favoritisme lors de l'attribution de ce marché public. C'est en tout cas la conviction d'une association locale de contribuables défendue par Maître Taoumi. Cet avocat, futur candidat aux élections municipales, a épluché les rapports de l'agglomération et très vite il a eu des doutes. Avec ses consonances américaines, la marque Montpellier Unlimited est tournée vers l'international. Initialement, ce n'est pas ce que recherchait l'agglomération dans son appel d'offres. La communication s'adressera en priorité aux cibles suivantes. Les entreprises du secteur impacté. Les habitants de l'agglomération de Montpellier et des communes de l'Hérault. Voilà l'objet du marché. Jamais il n'a été question d'aller chercher de la clientèle internationale et donc on ne voit pas pourquoi Montpellier Unlimited viendrait répondre à ces besoins-là. Les besoins du marché, ils sont là.
L'agence qui a présenté Montpellier Unlimited a pourtant obtenu une très bonne note de la commission d'appel d'offres. Il a quand même 28 sur 30. Maître Taoumi ne voit qu'une seule explication à cette très bonne note. La proximité du directeur de l'agence avec le pouvoir en place. En effet, Pascal Provencel a été conseiller en communication de Georges Frêche, l'ancien président PS de l'agglomération. Depuis plusieurs années, il est aussi très proche d'une de ses cadres. Lorsque quelqu'un a des liens de famille aussi étroits avec la directrice du service économique de l'agglomération, on ne présente pas une offre à un marché pour la communication économique de l'agglomération. Il y a là un conflit d'intérêts évident. Maître Taoumi a finalement attaqué pour délit de favoritisme. Nous avons souhaité interroger tous ceux qui sont mis en cause par l'avocat. Jean-Pierre Moore, le président de l'agglomération, Pascal Provencel, le communicant, et sa compagne. Aucun n'a souhaité répondre à nos questions. Dans la presse locale, l'agglomération de Montpellier nie en bloc et affirme que ces accusations sont des manœuvres politiques avant les prochaines élections municipales. Dans les supercommunes, la communication n'est pas le seul point à poser question. L'attribution des postes de pouvoir fait aussi l'objet de pratiques pour le moins surprenantes. L'agglomération de Perpignan est une terre riche en vignobles. Elle est aussi très prodigue pour les élus. André Bascou a plusieurs casquettes. Il est maire de Rivesaltes et il est aussi vice-président chargé des zones d'activité économique à l'agglomération. Ouais, bien, et toi? Oui. Ce matin, il vient rendre visite à un caviste qu'il connaît bien. Si j'ai bonne mémoire, mais ça on n'aurait pas à le dire, il n'y avait pas un... Il y a un fumoir à cigare. Un fumoir à cigare, c'est bien ça? Le vice-président écoute le patron, tente de comprendre ses besoins pour prendre ensuite les décisions qui vont aider au développement de l'entreprise. Nous avons créé des zones d'activité économique pour attirer des industriels. L'accueil de l'entreprise, il faut la favoriser. Elle est génératrice d'emplois et de richesses. André Bascou n'a pas le temps de traîner. Quelques minutes plus tard, il file vers un autre rendez-vous dans une entreprise d'aéronautique. Arrivé sur place, il retrouve deux hommes qu'il semble très bien connaître. Et toi, Romain, ça va? Oh, pardon, salut Daniel, tu vas bien? Ce sont, comme lui, deux vice-présidents de l'agglomération. Qui êtes-vous? Pardon. Alors, Romain Gros, vice-président de la communauté d'agglomération, pardonnez-moi, de Perpignan Méditerranée. Et je suis en charge des questions économiques et des questions industrielles à la communauté d'agglomération. Alors moi, je suis Daniel Mac, vice-président de l'économie, chargé de l'économie avec plusieurs filières. D'accord, on fait tous de l'économie en fait. Oui. Les deux. Oui, tous les deux. Voilà. Et M. Bascou aussi. Sur le nord. Oui, sur le nord. Voilà. Nous, c'est sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération. Trois vice-présidents pour écouter un patron. Même si l'économie est une affaire sérieuse, n'y aurait-il pas un peu trop d'élus à son service? Donc vous n'êtes pas en sureffectif? Non. Pourquoi vous n'êtes pas en sureffectif? Parce que précisément, nous sommes indispensables. L'écoute qui est nécessaire aux entreprises. Si vous voulez des élus qui prennent des responsabilités, qui s'engagent au service des entreprises, qui veulent développer leur économie, il faut des élus qui ont la capacité de pouvoir écouter chacune des entreprises dans des domaines bien particuliers. Nos questions commencent à agacer. Vous devez partir? Ok, d'accord. Allez, au revoir. Bonne journée. André Bascou préfère s'éclipser. Nous abordons la question de la rémunération de ses élus. Ça coûte combien à peu près l'indemnité d'un vice-président, elle est de combien? L'indemnité, on est à 1400 pour moi et 1100 pour moi. Voilà. C'est à peine plus que le SMIC. À peine plus que le SMIC. Vous voyez? Un SMIC qui vient souvent s'ajouter aux indemnités de maire, de conseiller général ou régional, de député ou de sénateur. À l'agglomération de Perpignan, il n'y a pas que dans le secteur de l'économie que les vice-présidences fleurissent. Aujourd'hui, le conseil communautaire se réunit et il compte 42 vice-présidents. Un record en France
et qui sera bientôt hors la loi. Le Code général des collectivités locales stipule qu'à partir de mars 2014, le nombre de vice-présidents doit être limité à 15. Dans l'assistance, Clotilde Ripoul, une élue de la mairie de Perpignan très critique sur ce système. Nous la retrouvons dans les couloirs de l'Assemblée. Elle veut nous montrer le trombinoscope des vice-présidents. Là, par exemple, délégué aux zones d'intérêt écologique, gestion des zones humides et des paysages. Bon, c'est raffiné, quoi. Délégué à la protection animalière et système d'information géographique et informatique, délégué aux sentiers de randonnée. Maintenant, il faut être sérieux 2 minutes. On ne peut pas, à l'heure où on a ici, à Perpignan et dans l'agglomération, où on a un nombre de chômeurs considérable, où on a beaucoup de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, aller expliquer qu'on va donner à des élus des indemnités qui représentent plus d'un SMIC tous les mois, pour se partager et tronçonner comme ça les responsabilités. Je comprends pas comment vous interviewez les deux personnes qui sont là. Soudain, un homme interrompt l'interview. Il semble très en colère. Moi je suis élu. Ah, vous êtes le vice-président, vous Oui, moi je suis élu en responsabilité, alors que madame n'est absolument rien ici, même pas élue. Hein. Donc, vous interviewez qui vous voulez. Pour moi, je considère ça comme du niveau farce et attrape, pas plus. Vous êtes vice-président de quoi exactement? Moi, je suis vice-président, je suis chargé du transfrontalier. Transfrontalier. Entre autres. C'est quoi le transfrontalier? Je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas de vous... Si on fait une émission normale, je suis à votre disposition. Je crois que c'est le résultat de propos qui dérangent. C'est tout. Pendant que certains élus s'agitent, imperturbable, Clotilde Ripoul poursuit son réquisitoire. Pour elle, ce système qui existe depuis 3 ans a eu un coût très élevé pour l'agglomération. Donc on va calculer 1400. Les élus touchent en moyenne une indemnité mensuelle de 1400 €. Il y en aurait 27 en trop, et cela donc depuis 36 mois. Au total, selon elle, ce sont donc 1,3 million d'euros qui auraient pu être économisés. Nous voulons soumettre ce chiffre à Jean-Paul Alduy, le président UMP de l'agglomération, à la fin du conseil communautaire. C'est une bonne économie quand même. Oui, mais attendez, sauf que sur un budget de 100 millions, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, excusez-moi de vous le dire, un premier point. Hein. Oui, il faut quand même être clair. Hein. Mais on pourrait aussi ne mettre qu'une seule personne tant que vous y êtes, et pourquoi pas, on économiserait un peu plus encore. Hein. Passé de 42 à 15 vice-présidents, Jean-Paul Alduy s'y refuse, pour des raisons politiques. 2 places de libre, 2 places libres. Eh bien moi je considère en effet qu'avec 15, ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire qu'il y aurait donc 21 communes qui ne seraient pas représentées. Voilà. 21 maires qui considéraient que l'agglo, c'est pas leur truc. C'est pas leur truc puisqu'ils ne participent pas à la décision. Donc il y aurait 21 communes sur lesquelles la communauté d'agglomération n'existerait pas. Et donc cette pédagogie de la gouvernance n'existerait pas. Et donc qu'est-ce qui se passe? Tôt ou tard, ces communes sortiraient de l'agglo, elles iraient monter leur petit syndicat intercommunal ici ou là. Et on arriverait en effet à gaspiller l'argent public. Dans les intercommunalités, la question des postes de vice-président n'est pas la plus problématique. Alors que depuis plusieurs années, l'État réduit le nombre de ses fonctionnaires, les structures intercommunales continuent à embaucher 110 000 fonctionnaires au cours des 10 dernières années. Au petit matin, dans la périphérie d'Aix-en-Provence, ces éboueurs arborent fièrement le nom de leur employeur. Communauté du Pays d'Aix. Il y a quelques années, ces fonctionnaires travaillaient pour les 34 communes du secteur. Depuis, ils ont été transférés à l'agglomération. Ce regroupement des éboueurs dans une même structure a permis d'améliorer la collecte et le traitement des déchets à effectif constant. Mais l'agglomération a-t-elle réalisé des économies de personnel dans tous les domaines? Allez. Nous avons pris rendez-vous avec Monsieur Bouchery, le chef des fonctionnaires de l'agglomération. Bonjour. Bonjour.
puis avec M. Reynaud, le directeur des services de la mairie d'Aix-en-Provence. Merci. C'est parti. Certes, les deux hommes n'ont pas vraiment la même personnalité. Entrez, mesdames. Bonjour. Vous avez un joli verre, vous. C'est printanier. Oui, c'est ça. Je ne sais pas quoi vous montrer. Mais pour le reste, on a comme une impression de déjà-vu. Donc nous sommes ici à la direction des ressources humaines. Ici, vous êtes dans le bâtiment des ressources humaines. On va monter dans les étages et aller voir donc la directrice des ressources et relations humaines. Vous êtes ici avec M. Guillaume Ferrer, donc, qui est le référent carrière. Vous allez voir les gestionnaires de carrière qui donc organisent la gestion statutaire du personnel. Mesdames, bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Et ça pourrait continuer comme ça encore longtemps. Bonjour Anne. Ressources humaines, finances, culture, sport, informatique. À la mairie, comme à l'agglomération, il y a les mêmes services qui ont les mêmes missions. Une institution s'est penchée sur cet empilement administratif, la Chambre régionale des comptes de PACA. Danielle Lamarque, la présidente, a décortiqué les organigrammes de l'agglomération et de la mairie. Et son constat est sans appel. Ces recrutements donc, qui vont intervenir en particulier en 2004 et en 2005 totalisent 421 agents. Donc il y a des recrutements en plus, ce qui signifie qu'il y a des doublons, même si on ne peut pas dire exactement que c'est 421 personnes en trop. Il y en a une partie qui est en doublon par rapport aux communes membres de l'agglomération. Pourquoi ces doublons ? Pourquoi la mairie d'Aix-en-Provence n'a-t-elle pas transféré ses effectifs à l'agglomération? Nous retournons poser cette question au directeur général des services de la mairie d'Aix, M. Reynaud. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, c'est ce que j'ai retenu du travail. Mais pourquoi pas faire bien tout de suite? Il finit par désigner à demi-mot ceux qui seraient responsables de cette situation, les élus. Alors, donc nous pouvons continuer, mais continuer aussi à répondre à vos questions, parce que tout simplement parce que les orientations qui nous ont été données n'étaient pas celles-là. Voilà. Là, nous avons plus de lumière. Hein. Voilà, peut-être dans ce bureau. Pourquoi les élus n'ont-ils pas mis en commun leurs moyens? Pourquoi y a-t-il eu des recrutements à l'agglomération plutôt que des transferts de fonctionnaires? Une responsable politique a peut-être la réponse. Maryse Joissaint, la maire UMP d'Aix-en-Provence. Ne vous attendez pas, mais ça vous fait plaisir de vous voir. Tu vas bien? Et toi? Bon, écoute, je vais. Tu payes mes notes? Oui. Ça va à peu près? Oui. Depuis 2001, elle est aussi présidente de l'agglomération. Nous lui montrons le rapport de la Chambre régionale des comptes. Oui. Oui. Beaucoup d'agents, oui. Alors, ce document, il dit que l'agglomération a recruté 421 personnes entre 2003 et 2008. Oui, je les revendique. Je dis aujourd'hui que les personnes qu'on a embauchées répondaient à un besoin qui a été exprimé par l'administration. À un moment donné, j'ai eu des... C'est les politiques qui dominent normalement. Non, attendez, non. Ça, c'est la vision idyllique. Le politique qui domine, quand il a l'expérience des années derrière lui et qu'il sait exactement que ce qu'on lui demande n'est pas forcément bon. On a été un peu dans l'amateurisme, donc on répondait à la demande de l'administration. Maryse Joissaint n'aurait donc fait que répondre aux besoins de son administration. Il n'a aucune expérience pour mener la ville. Mais un homme a une analyse radicalement différente. Philippe Neveu a été le directeur général de l'agglomération du Pays d'Aix avant d'être licencié par Maryse Joissaint. Une décision que le tribunal administratif vient d'ailleurs d'annuler. Pour Philippe Neveu, c'est bien l'élu qui aurait décidé de tous ces recrutements. On est dans une culture politique où les emplois constituent des gratifications pour les proches, les familiers. L'on a parfois des situations assez caricaturales où vous avez, on constate sur les effectifs des familles entières qui ont été recrutées. Ces périmètres d'emploi peuvent permettre parfois d'exprimer un goût immodéré pour le clientélisme. Pour étayer ses propos, il a repéré dans la liste du personnel de l'agglomération les embauches qu'il considère complaisantes. Premier exemple,
la nourrice de la petite fille de Maryse Joissaint. Quand vous mettez ça, c'est nounou de Jeanne. Voilà, qualité primordiale. La nourrice a été recrutée au service des ressources humaines de l'agglomération comme cadre A, l'un des plus hauts grades de la fonction publique. Vous avez mis quoi, pompier? Oui, c'est parce qu'en fait, on a eu une période où Maryse Joissaint, pour des motifs électoraux, voulait flatter la corporation, très estimable par ailleurs des pompiers. Donc on a eu un certain nombre de recrutements qui ont été opérés. Les épouses de pompiers. Dans sa liste, Philippe Neveu a pointé 5 recrutements de femmes de pompiers à des postes d'employés administratifs. Et nous, c'est la campagne 2008-2009. Sur les 1000 fonctionnaires travaillant à l'agglomération, Philippe Neveu estime qu'environ 150 personnes auraient été recrutées pour des motifs clientélistes. Nous souhaitons vérifier les informations de l'ancien directeur général des services. La communauté d'agglomération du Pays d'Aix vous prie de bien vouloir patienter. Pour cela, nous appelons sur leur lieu de travail les fonctionnaires qui auraient été embauchés de façon complaisante. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je suis journaliste pour France 2, je fais un reportage autour de l'agglomération d'Aix-en-Provence. Pourquoi vous m'appelez moi? Je comprends pas. Je vous appelle pour confirmer une information. Est-ce que vous êtes bien l'ancienne nourrice de Jeanne, la petite fille de Maryse Joissaint? On m'a dit que vous étiez en fait la filleule de Sophie Joissaint, la fille de Maryse Joissaint. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne peux pas vous répondre, monsieur. Pourquoi? Je suis désolée, c'est du domaine privé. Un fonctionnaire va se montrer plus bavard. Qui m'a appuyé, oui, mais enfin, je suis une vieille famille aixoise, donc je connais ma famille, je veux dire, voilà. C'est vrai que, vous savez, pour entrer à la communauté du Pays d'Aix, il est évident que on est toujours appuyé par quelqu'un parce que les listes sont longues, voilà. Et puis il y a des élus qui recrutent aussi, hein. Il n'y a pas qu'elle. Mais c'est une pratique et monnaie courante, ça. Nous interrogeons Maryse Joissaint. Elle conteste ces accusations de clientélisme et assume sa politique de recrutement. Ça n'a pas été discuté, sauf que j'ai jamais fait de clientélisme. Mais quand j'ai un poste disponible, sur ce poste disponible, il y a plusieurs demandes. Eh bien, très simplement et très clairement, on prend le meilleur ou la meilleure. Et il s'est trouvé souvent que le meilleur et la meilleure étaient déjà recommandés par des adversaires. Par exemple, je reçois régulièrement, non, pas forcément. Mais oui, j'ai embauché des gens que je connaissais. Et alors, c'est interdit que les gens que je connais rentrent en mairie. Ça se passe dans la France entière. Depuis juin 2013, une enquête est ouverte pour faire la lumière sur certains de ces recrutements. Les doublons ont-ils eu des conséquences pour le contribuable? Selon nos informations, ils n'ont pas eu d'impact sur le taux d'imposition d'Aix-en-Provence. Mais dans le même temps, la facture payée pour les transports et la collecte des ordures ménagères a augmenté au niveau de l'agglomération. Bonsoir Donatien. Bonsoir. Est-ce qu'on a une idée du volume des économies qui pourraient être réalisées à cet échelon de l'intercommunalité? Alors il y a un député qui travaille sur cette question, c'est le député socialiste René Dosière. René Dosière, on le connaît bien, hein, c'est ce député qui dénonçait il y a quelques années les dépenses de l'Élysée, hein, et qui avait contraint l'État à publier les comptes de l'Élysée. Alors René Dosière, aujourd'hui, son nouveau cheval de bataille, c'est justement ce bloc communal. Donc le bloc communal, c'est quoi? C'est les communes et les intercommunalités. Donc lui, il estime que si les communes et les intercommunalités faisaient des économies leur priorité, ce sont près de 15 milliards d'euros qui pourraient être économisés dans les prochaines années. 15 milliards d'euros, c'est pas anodin, c'est le déficit de la sécurité sociale en 2013. Alors vous pointez dans votre reportage que les conseillers communautaires sont pour le moment non pas élus mais désignés. Il va y avoir en France des élections municipales dans quelques mois. Alors est-ce qu'il y a du changement qui est prévu? Oui, alors il va y avoir un changement de taille. Les électeurs vont pouvoir maintenant choisir les conseillers communautaires. Donc le jour de l'élection, en fait, ils vont avoir un bulletin et ils vont avoir effectivement à choisir les conseillers municipaux et les conseillers communautaires. Ça va avoir une incidence. Les conseillers communautaires vont devoir sortir de l'ombre, faire campagne
et effectivement aussi afficher un bilan. Et afficher un bilan effectivement à la fin de leur mandat. Alors pourquoi est-ce qu'il reste autant de communes en France? 36 000, c'est beaucoup plus que dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Alors si on prend le cas de l'Allemagne, c'est effectivement 14 000 communes pour à peu près 80 millions d'habitants. La France, elle est à 36 000 communes pour 65 millions d'habitants. Alors pourquoi on a autant de communes et pourquoi on n'arrive pas à réduire le nombre? D'abord, il y a un facteur culturel, c'est que les Français sont attachés à leur commune. À la figure du maire. Exactement. Et puis de la proximité. La proximité. Et puis il y a une deuxième chose, effectivement, c'est que les sénateurs sont élus notamment par les maires. Donc réduire le nombre de maires, c'est effectivement s'attaquer aux sénateurs et donc au système politique. Merci Donatien pour ces précisions.